Les renforts arrivèrent. Encore une fois, le ciel s'obscurcit lorsque des centaines d'atterrisseurs orbitaux, de Thunderhawks, de Stormbird et de Deathclaw descendirent de l'espace sur des panaches de feu. Scintillant bleu à queue, bleu sombre, gris granit, bleu de minuit, l'armada aérienne portait les marques des Iron Warriors, des Night Lords, des Worldbearers et de l'Alpha Légion. Le pouvoir de ces 4 légions, qui avaient déjà écrit leur propre redoutable légende martiale à travers les annales de la Grande Croisade, apporterait la mort d'une faction et le salut de l'autre. Il est tenu par certaines sources qu'à l'arrivée des 4 nouvelles légions, Corax le primarque, habituellement taciturne de la Ravengard, fut le premier à appeler à un retrait pour laisser s'engager les nouveaux venus. Sa légion avait en effet beaucoup souffert de la bataille, comme tous les combattants, et il n'avait aucun désir de gaspiller d'autres vies dans l'attrition inutile, alors que des forces plus fortes et fraîches pouvaient prendre le devant de la scène. Vulcan des Salamanders était également en faveur d'un regroupement, sa légion ayant pris part aux plus impitoyables et plus sauvages combats contre la Death Guard. Les sombres armes de la 14e Légion avaient fait un grand nombre de victimes, et presque tous les guerriers de Vulcan avaient été blessés par les affrontements, leurs munitions presque toutes épuisées. Ferrus Manus, cependant, ne fit rien de tout cela. Pour lui, la retraite était impensable, et une enclave de loyalistes s'était formée autour de lui, sans tenir compte de ce fait. Ces Iron Hands étaient maintenant dangereusement séparés des lignes loyalistes par la marée de la bataille. Il ordonna à ses propres forces non seulement de tenir le terrain, mais de continuer à avancer alors même que Corax ordonnait à sa légion de se replier sur le site d'atterrissage pour faire de la place aux nouveaux venus, et Vulcan et ses Salamanders commencèrent lentement et délibérément à en faire autant. Il y a des rapports non confirmés que ce qui a tant provoqué la colère de la Gorgone et l'a poussé contre toute raison à avancer était la vue chez l'ennemi de Fulgrim, le primarque des Emperor Childrens. Ami d'autrefois, aujourd'hui ennemi le plus détesté, à la vue d'un Fulgrim railleur, la rage de Ferrus Manus explosa, et il se sépara de ses propres rangs pour se battre avec son compagnon primarque, cherchant à tuer le Phénicien et à mourir pour avoir sa revanche. Peu importe le prix. Les rapports de ceux qui devaient survivre à ce qui allait suivre racontent l'histoire des 2 demi-dieux s'échangeant des coups terribles sur un monticule de morts et de mourants. Les rires moqueurs de Fulgrim résonnant avec une clarté impossible dans le vacarme d'une bataille effrayante. De ce qui s'ensuivit, peu de choses peuvent être dites avec certitude, si ce n'est qu'à ce moment-là, alors que la cause des traîtres semblait perdue, une seule grande fusée s'éleva du donjon noir du maître de guerre, son éclat baignant le champ de bataille dans une lueur vive et sanguinaire. Le piège avait été tendu, les coups les plus cruels tombèrent. Depuis ce jour sombre, il y a eu des objections et des demandes quant au déroulement exact des événements qui suivirent, comme sur le traître, qui le premier montra son vrai visage, ou la première lame perfide qui frappa. Mais les récits des quelques survivants loyalistes de la surface de la planète s'accordent à dire que c'est lorsque les membres de la Ravengard s'approchèrent d'assez près des Worldbearers pour les dévisager et en appeler certains par le nom que débuta la tuerie. Toutes les 4 légions, nouvellement arrivées, jurèrent leur loyauté envers l'ennemi et rejetèrent leur allégeance envers le trône de Terra, déclarant leur trahison avec la voix tonitruante de 100 000 canons. Le carnage fut immédiat et total. À bout portant, les légionnaires sans méfiance des Salamanders et de la Ravengard furent abattus par centaines par ceux qu'ils croyaient être leurs frères. Ferrus Manus tomba, tué par le traître Fulgrim, alors qu'à partir de l'ancien front brisé de la forteresse, un grand hurlement de triomphe s'éleva, et de nouveau les chiens de guerre du maître de guerre foncèrent sur le champ de bataille. Le berserk Angron et Mortarion, le spectre de la mort, menèrent à nouveau leur légion vers le bain de sang pour se rassasier. Et enfin Horus lui-même, sorti de son donjon noir, menant ses guerriers pour écraser sous leurs pieds les restes battus des soldats du clan Averni du primarque mort. Trahis, dépassés en nombre et piégés, les loyalistes d'Isvan V n'avaient aucun espoir de salut ou de victoire.
Des milliers d'entre eux tombèrent dans les premières secondes du massacre, mais il en restait encore d'autres milliers. Et dans le cœur des Salamanders, de la Ravengard et des Iron Hands survivants, la haine outragée se transforma en sauvagerie. Ils combattirent jusqu'à leur dernier souffle, jusqu'au dernier obus et à la dernière goutte de sang. Ils combattirent comme les héros légendaires d'autrefois, et ils ne chancelèrent pas. Mais ce n'était plus une bataille, c'était une extermination. Là où l'on avait ordonné l'assaut, il y avait maintenant une indescriptible boucherie, une mêlée tourbillonnante, au cours de laquelle les corps étaient déchirés, démembrés, souillés, et les traîtres tombèrent sur ceux qui restaient, comme des bêtes frénétiques, avec le rire des dieux assoiffés. Aussi écrasante qu'ait été la victoire des traîtres au massacre du site d'atterrissage, il est rapidement devenu évident qu'elle n'était pas totale. Un certain nombre de petits groupes de survivants réussirent à sortir du piège dès qu'il était devenu évident que tout était perdu, soit en réussissant à s'échapper sur un transporteur de guerre durant le chaos, soit en s'enfuyant dans les rochers, les sables volcaniques mouvants et les tempêtes de poussière dans les plaines désertiques. Une évasion aidée en partie par la soif de sang de certains des traîtres et l'empressement des autres à ramasser le butin de la bataille, et la méfiance et même dans certains cas le mépris que les légions renégates semblaient avoir les unes pour les autres. Dans l'orbite d'Is-25, les flottes de guerre des loyalistes avaient également été trahies et assaillies, et bien que surpassée, la bataille n'avait pas été une affaire aussi unilatérale que les traîtres l'auraient voulu. Les navires loyalistes avaient leurs boucliers Void et étaient en état d'alerte comme il se doit dans une zone de guerre, et ils réagirent rapidement une fois l'agression initiale terminée, car ils furent loin d'être détruits par l'attaque soudaine de leurs supposés alliés. La bataille spatiale qui en résulta dura beaucoup plus longtemps que le carnage sur le terrain, et certains navires de guerre loyalistes se battirent obstinément, refusant d'abandonner leur légion sur la planète à ce sombre destin qui leur était arrivé, et payant le prix ultime pour leur loyauté. D'autres, gravement endommagés, furent chassés ou se rendirent compte de la futilité d'affronter des forces écrasantes face à eux, surtout lorsque les flottes des premières légions renégates réapparurent. Ils réussirent à s'échapper du système, l'ennemi à leur trousse, et la vengeance amère dans leur cœur. Lorgar et ses Wordbearers restèrent, arpentant les déserts de la dépression d'Urgal et traquant les survivants se cachant parmi les cadavres de leurs frères tombés au combat. La bataille d'Is-25 était terminée. Le maître de guerre en était le vainqueur. Le maelstrom de la guerre galactique avait été libéré, et les dieux sombres en récolteraient les années de terreur et de sang qui allaient suivre.